Eh bien bonjour, bonsoir à tous, une nouvelle semaine, un nouveau podcast. Vous êtes normalement à nous écouter le vendredi matin ou un petit peu plus tard, mais vendredi 8h c'est la sortie de Critflix, ça y est, c'est décidé, c'est acté. Comment vas-tu mon cher David ? Eh bah très bien, j'ai vu des choses cool ces derniers jours et j'ai hâte de les partager avec vous. Eh bah oui, parce que comme d'habitude nous allons avoir des recommandations, des petites news. Alors on a décidé qu'on allait créer un multivers entre le cinéma, les médias et la télévision, parce que d'habitude tu faisais tes actualités télévision en fin d'émission. Là on s'était dit que finalement mixer un petit peu tout ça en début d'émission, c'était peut-être plus pratique pour les auditeurs et aussi pour nous. Ça nous permettra peut-être de sauter les ponts un peu plus facilement. Donc voilà, et pas de faire sauter les ponts, hein, bien sûr. Donc du coup de pouvoir vous parler de tout en même temps. Et on va commencer bien entendu par le sommaire, c'est-à-dire vous parler du déroulé de cette émission. On va commencer par nos recommandations, des petites news, un sujet principal qui sera cette fois-ci Anatomie d'une chute. On a décidé de vous parler du film de Justine Triet qui a gagné Cannes cette année, et on passera ensuite à nos habituels, de nouveau, audience et programme télévision. Vous allez savoir ce qui va se passer et ce qui va passer à la télévision ces prochains jours. On a hâte de vous dire tout ça, mais en tout cas on va déjà commencer par te dire bonjour mon cher David, comment vas-tu ? Tu me l'as déjà demandé et j'ai Oui, répondu. tout à fait, mais bien sûr, tout à fait, et ça ne sera pas coupé au montage, parce que comme ça vous allez bien vous foutre de ma gueule. Donc, on va tout de suite entamer nos recommandations. C'est parti mon cher David, qu'as-tu regardé ces derniers temps et que veux-tu conseiller à nos chers auditeurs ? Eh ben je vais bien, merci. J'ai vu plein de choses ces derniers temps et j'espère pouvoir les partager avec vous. Non, ça va, merci. Ma recommandation, c'est un film qui est disponible sur MyCanal, qui s'appelle Bonne Conduite, de Jonathan Barré. Ah, je voulais le voir, j'ai commencé à le regarder quelques minutes. Qui est un film qui est passé malheureusement peut-être un petit peu inaperçu en salle. Inaperçu, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui n'a pas fait des chiffres de spectateurs incroyables. Et on peut le regretter parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une comédie assez originale, avec une Laure Calamy vraiment déjantée. On rappelle le pitch rapidement du film. Laure Calamy, elle travaille dans des stages de récupération de points comme référente sécurité routière. Et lorsque dans ces réunions, elle tombe sur des machos ou des hommes qui lui disent que non, on s'en fout, ils veulent pas être formés par une femme, ou on s'en fout de la ceinture de sécurité, on s'en fout de boire au volant, et bien en fait, elle va les éliminer. La nuit qui suit, elle va prendre sa voiture, qui est une Subaru, aller à toute vitesse et les projeter dans le vide, du coup, elle va, entre guillemets, venger son mari qui est mort d'un accident de voiture quelques années plus tôt. Jonathan Barré, c'est le réalisateur fétiche du Palmacho, on lui doit notamment Les Vedettes ou Max et Léon. Et donc, le Palmacho, Grégoire Ludig et David Marsay sont bien présents dans ce film. Alors, ils jouent leur rôle habituel, un duo, alors c'est vrai que ça sort pas forcément du cadre dans lequel on a l'habitude de les voir, mais un duo plutôt humoristique comme on a pu le voir évidemment dans le Palmacho et aussi dans les films de Quentin Dupieux récemment. Et c'est vrai que ça reste un humour drôle, c'est efficace. Laure Calamy joue très bien, et un vrai petit coup de cœur d'ailleurs sur le personnage de Thomas VDB qui est incroyable, vraiment incroyable. Cette espèce de personnage très innocent, d'une gentillesse incroyable et qui n'arrête pas de se faire avoir parce qu'il est trop gentil. Il est super touchant ce personnage. Je vous dis pas que c'est le film du siècle ou de la décennie, mais je vous dis que vraiment c'est une bonne petite comédie avec un sujet original, avec une intrigue de fond qui reste quand même assez sympa, et avec notamment ce personnage de Tchéky Cario qui est le méchant du film, qui est vraiment très très bien interprété. Donc c'est une comédie peut-être sans grande prétention, mais qui permet d'aborder des sujets originaux et plutôt feel good et vraiment assez marrant. Ça dure 1h30, c'est disponible sur MyCanal pour encore un mois ou deux, je pense. Et donc ça s'appelle Bonne Conduite. Ça s'appelle Bonne Conduite, oui, okay, tout à fait, de Jonathan Barré. C'est toujours sympa les films de Jonathan Barré. Moi je vais vous parler d'un film que je viens de voir au cinéma, je l'ai vu hier soir, je me suis posé en salle, j'ai réussi à faire cet effort d'aller me poser en salle, et j'ai vu un film, je m'y attendais vraiment pas, enfin je m'attendais à m'ennuyer peut-être un petit peu, puisque l'opus précédent était vraiment pas terrible. J'ai été voir Mystère à Venise, le dernier film de Kenneth Branagh qui raconte encore une nouvelle histoire d'Hercule Poirot, hein. Cette fois-ci c'est une aventure inédite qui mixe plusieurs roman d'Agatha Christie, ce qui permet aux spectateurs d'être étonnés jusqu'au bout, puisque, on le rappelle, il a fait Les Meurtres de l'Orient Express ainsi que Mort sur le Nil, mais c'était deux livres qui avaient déjà une conclusion, beaucoup de gens l'ont déjà lu, donc forcément on connaissait la fin.
Là, l'avantage, c'est que finalement, à la fin, on ne la connaît pas. Les personnages sont inédits aussi, donc c'est assez intéressant. Hercule Poirot est parti à la retraite, il vit à Venise maintenant, et une écrivain qui a écrit énormément d'histoires grâce à Hercule Poirot, en reprenant les enquêtes d'Hercule Poirot, vient le chercher et lui dit, écoute, on va aller voir une voyante, je ne trouve pas ces astuces, ça n'a pas l'air d'être une arnaqueuse, il faut que tu viennes avec moi, on va aller dénicher les secrets de cette voyante, mais je pense que les fantômes existent. Lui, on connaît l'habituel Hercule Poirot, un peu sceptique, il y va quand même parce qu'il s'ennuie. Et là, effectivement, des événements étranges apparaissent dans le manoir et il va falloir régler les diverses histoires à l'intérieur du château. Les portes se ferment et forcément, comme d'habitude, on a un fameux houdonite qui a tué la personne qui est morte. Eh ben écoute, je me suis pris au jeu, mais comme jamais, parce que autant sur Mort sur le Nil ainsi que le meurtre de l'Orient Express, que je n'ai pas lu, je trouvais qu'on n'avait pas les clés pour deviner qui était le meurtrier. Il fallait attendre la fin du film et voir Hercule Poirot dire « Bon ben voilà, vous l'avez tué parce que j'ai les clés et pas vous ». Et ben là, c'est beaucoup mieux fait parce qu'en fait, les éléments sont là. Ils sont pas forcément trop mis en avant, c'est pas des fusils de Tchekhov, mais on a quand même les éléments qui apparaissent à l'écran et on peut deviner. Il y a plusieurs twists dans le film, je vais pas vous mentir, mais on peut en deviner un ou deux et avoir ce petit sentiment d'être un peu l'enquêteur dans le film, c'est vraiment très sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a pris le risque de faire un film d'épouvante. Il y a énormément de codes de l'épouvante dans le film, avec des jumpscares, avec des focales un peu particulières, avec des fantômes, des ombres, des gens qui traversent l'écran sans qu'on s'y attende. Donc c'est vraiment très bien fait. Les personnes qui étaient dans la salle n'étaient pas des personnes habituées à ce genre-là, et elles ont beaucoup apprécié le film. Et encore une fois, je reviens sur le fait que c'est une histoire inédite. Et donc il y avait une personne qui avait lu tous les Agatha Christie et qui s'est prise au jeu parce que justement elle connaissait pas la fin de l'histoire et que c'était quand même très intéressant. Donc voilà, je l'ai vu en VO en plus et je dois avouer que Kenneth Branagh qui fait un espèce de faux accent mi-belge, mi-français en parlant en anglais, j'ai trouvé ça plutôt comique. Ça fonctionne plutôt bien. Tina Fey joue super bien, cet écrivain qui essaye d'arnaquer Hercule Poirot. Voilà, Camille Cotin qui joue très bien aussi, qui essaye de cacher un peu son accent français, mais ça fonctionne bien. Et Kelly Reilly qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on l'avait croisé dans l'Auberge espagnole, enfin la trilogie Auberge espagnole, Poupée russe et Casse-tête chinois. Donc voilà, c'est franchement un très très bon, que des bons acteurs, un bon moment. Je vous le conseille, il dure moins de 2 heures, ça fait du bien aussi. Un Disney qui fait moins de 2 heures, qui prend le temps de raconter l'histoire, mais qui ne perd pas de temps à combler les trous, et ça c'est vraiment très très bon. Donc voilà, je vous le conseille, il s'appelle Mystère Harmony, c'est toujours disponible au cinéma, je pense, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Donc voilà, allez le voir, je vous le conseille, si vous devez en voir un des trois. On va passer tout de suite à nos news, du coup on enchaîne directement, et puis bah écoute, je te laisse commencer mon cher David, que vas-tu nous sortir en première news ? Eh bien je vais bien, merci, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes ces derniers temps et je suis ravi de les partager avec vous. Ça aurait pu changer entre temps, entre le début et maintenant, c'est ça vrai, aurait pu mais changer. je vais toujours bien. Bien, je vais vous parler du communiqué de presse de Médiamétrie qui nous parle de l'année radio 2022-2023. En fait, Médiamétrie là fait le bilan Calmement. Exactement, alors je l'ai déjà fait la blague il y a 15 jours. C'est pour ça, mais j'ai envie d'avoir des running gags. Des running gags comme ça pour les auditeurs qui nous écoutent. Ils font le bilan de l'année radio, de l'année scolaire écoulée, du 1er septembre jusqu'à la fin de l'été. C'est pas les audiences radio, mais c'est bien un bilan général du média radio par rapport aux Français. Médiamétrie rappelle tout d'abord que 7 Français sur 10 écoutent la radio chaque jour. Donc on est sur les catégories 4 ans et plus. Donc 7 Français sur 10, c'est vraiment énorme. Et il faut dire qu'un auditeur français écoute la radio en moyenne 2h36 par jour. Alors moi qui avais l'impression d'être un gros consommateur de radio, je me rends compte que c'est pas le cas puisque j'écoute environ 1h, 1h20, ce qui correspond en fait à mes trajets de travail, de mon domicile jusqu'au travail. Après il faut penser qu'il y a les retraités qui laissent la radio allumée toute la journée, Exactement. Les Parisiens dans la circulation qui peuvent rester jusqu'à 1h dans leur voiture à écouter la radio. Oui, les routiers qui écoutent parfois la radio toute la journée. Donc c'est bien 12 millions de Français qui sont au rendez-vous sur le prime time de la radio. Le prime time de la radio, on rappelle, celui de la télé, c'est à partir de 21h officiellement jusqu'à 22h30. Mais le prime time radio, c'est le matin, et le pic d'audience, nous révèle Médiamétrie, c'est 8h du matin. C'est 8h pile, c'est le moment de la journée où les gens écoutent le plus la radio, puisqu'il y a environ 12 millions de Français qui sont à l'écoute de la radio à ce moment-là, et que près de la moitié des Français écoutent la radio, 44%, entre 6h et 9h tous les jours. 44% des Français écoutent la radio à cette heure-là.
il faut dire que alors, la tranche d'âge parmi laquelle les gens écoutent le plus la radio, c'est les 35-59 ans. Okay. Puisque 80% d'entre eux écoutent la radio tous les jours. Alors, mélangé, musical, généraliste, thématique, local. Médiamétrie rappelle aussi qu'il y a plus de 1000 radios en France. Ça, c'est important de le noter. Et donc 80% des 35-59 ans, 74% des plus de 60 ans. Et là où ça pourrait paraître peut-être un peu plus surprenant, c'est qu'il y a quand même 53% des 13-24 ans, donc plus de la moitié des 13-24 ans, et 62% des 25-34 ans qui l'écoutent chaque jour. Rappelons quand même que si vous montez dans la voiture de vos parents qui écoutent la radio, vous êtes comptabilisé comme auditeur. Donc je pense que il n'y a sans doute pas 53% des 13-24 ans qui vont aller volontairement allumer un poste radio ou écouter la radio sur leur portable. Et notons que c'est chez les cadres que la radio est le plus écoutée, puisque 86% des cadres l'écoutent. 52% de toutes ces écoutes radio se font hors du domicile, et en grande majorité dans la voiture, puisqu'en fait 35%, un tiers des audiences radio sont dans la voiture, et le reste donc à domicile ou en dehors. Et c'est vrai que beaucoup, on nous dit aussi que plus de 9 millions de personnes chaque jour écoutent des stations radio locales. Donc ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Il faut dire que c'est vrai que nous on a une radio locale par exemple qui est très bien implantée chez nous, qui se développe beaucoup, mais qui permet aussi d'avoir des informations de proximité, ce qu'on n'a pas forcément sur les grandes radios. Et dernière petite statistique que j'aimerais vous livrer, c'est qu'il faut quand même se dire que 9,3 millions de Français, soit 40% des auditeurs, le font sur support numérique. C'est-à-dire ne l'écoutent pas avec un poste de radio. FM. Ça fait 60% qui vont l'écouter avec une radio type FM, grandes ondes, etc. Alors que soit 40% des gens l'écoutent via un téléphone mobile ou un ordinateur. C'est quand même un gros chiffre. Donc c'est un gros chiffre parce que la plupart des gens qui l'écoutent en voiture, c'est via l'autoradio, donc c'est considéré comme n'étant pas un support. Parce que le DAB est toujours considéré. Le DAB est considéré comme un. Tu sais pas ça? Alors on considère le DAB comme du numérique parce que ça reste l'équivalent de la TNT, la télévision numérique. Là, on est sur de la radio numérique, mais est-ce que finalement c'est quand même considéré comme une onde? C'est une bonne question, ça je le sais pas. Il faudrait peut-être se renseigner là-dessus, effectivement, savoir si c'est toujours considéré comme une onde FM, mais de bonne qualité, ou si c'est considéré comme du numérique par Internet, quoi, entre guillemets. Et donc, dans un univers audio, nous dit-on, de plus en plus riche, avec notamment les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Musique, qui sont peut-être des moyens par lesquels vous nous écoutez, il faut quand même savoir que ce soit en direct ou en podcast, la radio représente toujours 58% du volume des écoutes. C'est-à-dire que 58% des gens qui écoutent un podcast ou qui écoutent quelque chose en direct écoutent la radio et pas une plateforme. Donc ça fait quand même, certes, 42% pour les plateformes, mais 58%, ça reste quand même énorme. Et surtout, ce qui peut être un peu plus surprenant, moi je pensais que ce serait moins, mais la radio reste le premier support pour écouter de la musique. C'est-à-dire que 42% du volume d'écoute des contenus de musique sur une journée sont la radio, et après on a les diverses plateformes qui se divisent, donc c'est quand même la radio qui reste le numéro 1. Et on va rappeler, puisque vous nous écoutez, c'est comme ça que vous nous écoutez, que quand même il y a 20 millions d'auditeurs mensuels de podcasts, soit 39% de la population. On a 39% de la population qui écoute au moins un podcast régulièrement, ce qui évidemment là on va plutôt se tourner vers chez les plus jeunes, mais 50% des 15-24 ans écoutent des podcasts. Donc merci à vous de nous écouter. Et vous devriez d'ailleurs être plus nombreux vu les chiffres que tu es en train de me sortir. Donc c'est pas normal, va falloir en parler à vos proches pour qu'on soit un peu plus écoutés. Mais en tout cas, effectivement, merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. Ça fait beaucoup c'est assez intéressant carrément, ce panel, parce que j'imaginais pas les chiffres aussi importants, notamment chez les jeunes. Et puis c'est bien, je trouve que Médiamétrie va vraiment en profondeur à chaque fois qu'ils étudient ce genre de phénomène ou d'habitude. C'est vrai qu'on a toujours énormément de réponses, donc c'est vraiment cool. Moi, je vais partir de la radio, je vais partir du cinéma, je vais parler plateforme, mais pas vraiment, puisque Netflix a annoncé qu'ils allaient sortir leur propre magasin. Des magasins qui vont voir le jour en 2025, pour l'instant sur le territoire américain, Canada et États-Unis, principalement dans les grandes villes, New York, Los Angeles, etc. Ils ont annoncé effectivement que ce seraient des magasins de goodies, bien évidemment, pour acheter des pulls officiels Stranger Things plutôt que de les acheter sur AliExpress ou ce genre de choses. Voilà, donc là ce seront des tasses officielles, mais ce seront aussi des
moment de réalité augmentée par rapport à vos séries. Vous pourrez avoir des casques virtuels qui vous emmèneront dans un casse de la Casa des Papel. Vous pourrez avoir peut-être des informations en plus ou des attractions autour de Stranger Things. Voilà, ils ont prévu des attractions à l'intérieur de leur magasin. Ce seront des pop-up stores. Par contre, c'est pas prévu pour durer dans les villes en question, pour créer encore une fois le phénomène. Vous aurez très peu de temps en fait pour aller dans ces magasins et acheter les articles et participer aux animations qui seront peut-être différentes d'une ville à une autre. Ils n'ont pas encore donné énormément d'informations. Tout ça, le but est vraiment de créer le phénomène pour que vous alliez dans ces magasins-là quelques heures et que vous profitiez de choses inédites qui sont éphémères en fait finalement. Et je trouve ça assez intéressant puisque Netflix continue encore une fois, d'agrandir son terrain de jeu pour que les gens continuent à s'abonner, continuent à trouver que Netflix est la plateforme principale, elle l'est toujours, hein, après des nouvelles rumeurs d'augmentation de tarifs à travers le monde d'ailleurs, mais voilà, tout ça, on vous en parlera si ça se confirme, tout ça pour l'instant c'est de la rumeur, mais en tout cas les magasins ça a été annoncé officiellement, il n'est pas impossible, à mon avis, qu'on voit ça arriver sur Paris ou sur Lyon d'ici 2025-2026, en fonction du succès que ça aura aux États-Unis. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que ça peut être quand même assez quali, hein, finalement. Oui. Voilà. Surtout qu'il y a déjà eu des boutiques éphémères, je pense à la boutique Stranger Things sur les Champs-Élysées l'année dernière. On a toutes les expos aussi, hein, beaucoup d'expositions. Plus les expos, donc on a déjà cette habitude qu'a Netflix de s'implanter un petit peu par chez nous. Et c'est vrai que, bon, après... sur toutes ces ventes et sur tout ça, moi la petite chose qui me fait un peu peur c'est le prix, parce que très souvent quand on a ce genre de choses, bien comme c'est événementiel et comme ils savent que c'est des choses qu'on pourra acheter qu'une fois et pas plusieurs, ils se font parfois un peu plaisir. Donc, sans oublier les points de restauration, c'est vrai que j'oublie de vous en parler, mais il y aura des points de restauration qui serviront des mets qui ont été créés dans les séries. Vous pourrez manger, par exemple, je crois que c'est des glaces qui servaient dans Stranger Things saison 3. Voilà, ce genre, il va y avoir des stands qui vont être dédiés aux séries. Vous pourrez aller manger un bout. Ce sera vraiment une attraction complète, quoi. Vous pourrez rentrer dans ce store et il y aura toute une combinaison. Vous serez dans un mini Disneyland façon Netflix dans ces fameux magasins. Donc voilà, finalement, de quoi passer une journée si vous habitez New York ou si vous êtes en vacances à ce moment-là. Vous pourrez passer une journée ou une demi-journée à l'intérieur de ce magasin et multiplier les expériences pour pouvoir être encore plus fan des séries Netflix. On devrait faire pareil, une boutique Critflix. Écoute, c'est-à-dire voilà, on vous accueillerait tous les deux et on vous proposerait de vous faire à manger. On a un très beau lieu d'accueil ici déjà. Oui, c'est vrai, et il faut rappeler que David fait très bien les pâtes chinoises. La semaine dernière, dans son enregistrement, d'ailleurs, il m'a donné faim quand j'ai vu ce beau Tupperware avec de l'eau bouillante et des pâtes chinoises. C'est ça que je n'ai pas fini parce que je lui ai dit texto, non, je vais pas le finir, c'est dégueulasse. Ah oui, mais après, on va pas réussir à les vendre si tu dis ça dans notre podcast, mais bon, on n'est pas encore au point, on verra ça plus tard. Complètement. On entame une autre news de ton côté, tu pars quoi, télévision, plateforme ? Télé, tiens, on va dire un petit mot quand même sur le fait que Vincent De Dienne va animer le Maillon Faible. Alors, c'est une info qui est sortie au moment où on enregistre, donc le lundi 16 octobre, le matin, donc on n'a encore pas énormément d'infos. C'est Michael Zoltobroda de Var Matin qui a sorti l'info, un journaliste éminemment sympathique que j'ai déjà eu au téléphone. Ah oui, c'était le spécialiste média du Parisien. D'accord. Et il a choisi d'aller vivre dans le sud et donc il est spécialiste média dans un journal local maintenant, Var Matin. Et je l'avais eu une fois au téléphone parce qu'il m'avait interviewé par rapport justement aux médias et je l'avais trouvé très sympathique. Et d'ailleurs, cool. Il sort toujours des scoops malgré le fait qu'il soit dans le sud et plus basé à Paris. Et donc il a appris le retour du Maillon Faible. Alors c'est un petit peu un retour à la nostalgie, puisqu'il faut rappeler que TF1, selon toute vraisemblance, devrait relancer Secret Story en début d'année. Bien sûr. On va avoir le retour de Panique dans l'oreillette sur France 2, qui était une émission de Frédéric Lopez, qui avait beaucoup marché à l'époque. Et donc là, le Maillon Faible, qui s'était baladé de TF1, Laurence Boccolini au début des années 2000 à C8, avec Julien Courbet il y a quelques années. Et bien là, c'est Vincent De Dienne. On rappelle que l'humoriste a fait ses débuts sur TMC, dans Quotidien, et qu'il est aujourd'hui l'un des plus gros vendeurs de livres. Son autobiographie cartonne. Ah ouais. Ouais, qui est sorti il y a quelques mois, là, juste avant l'été. Et donc, il incarnera le Maillon Faible sur M6. Donc on parlait l'autre fois des nouvelles émissions qu'a lancé M6 qui n'ont pas marché. Bien là, visiblement, ils en lancent une ancienne, ils en relancent une ancienne, à voir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment sympa en tout cas, ça me fait penser à Jarry et Tout le monde veut prendre sa place qui vient d'arriver, et apparemment les audiences sont plutôt bonnes, ça a l'air de bien fonctionner pour lui, donc on est très content de voir que voilà, il y a des choses comme ça qui changent à la télévision, et puis des nouvelles têtes qu'on connaît déjà, mais voilà, qui changent un petit peu. Dédienne d'ailleurs qui joue dans un film très, très bientôt qui s'appelle Je ne suis pas un héros. Oui, et puis qui était je l'ai vu il y a pas très longtemps dans j'ai oublié le nom du film qui se passe dans la jungle.
pas Jack Nimmo. Terrible Jungle. Terrible Jungle, Ouais, voilà, effectivement, qui joue très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup son personnage. Ouais, c'est un bon acteur, non, mais en tout cas, il a plusieurs cordes à son arc, et pour l'instant, il se débrouille vraiment bien, puis en plus, tu me dis qu'il vend beaucoup de livres. Oui, mais pour vraiment, c'est un des plus gros vendeurs de livres en France, si ce n'est le numéro 1, je crois même, sur la partie autobiographie, donc ça marche très 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 fort. Bon, j'espère que notre amitié ne va pas en tarir, mais je vais te piquer une news, puisqu'on l'a appris à peu près en même temps. Je retourne du côté des plateformes de mon côté, et je vais vous parler de Max. On en reparle enfin, cette plateforme qui a été créée par Warner Discovery, qui s'appelait d'abord HBO Max, puis qui a été renommée Max maintenant, et qui contiendra tout le catalogue Warner Discovery et HBO. Prévu en France, été 2024, ça a été annoncé, c'est Variety qui nous a annoncé ça, et ça fait vraiment plaisir de savoir que, ça y est, cette plateforme arrive enfin. Encore une, on va pas recommencer le débat, on l'a eu plein de fois sur la saison dernière, vous pouvez réécouter tous les épisodes, je crois qu'on en parle presque une fois sur deux, de cet amas de plateformes qui arrivent et qui est là, et qui essaye de s'en sortir. Certaines se sont déjà éteintes, comme par exemple Lionsgate Plus qui est resté à peine quelques mois, Universal Plus qui existe toujours mais dont on n'entend pas parler, on a le Pass Warner, on a énormément de choses, Paramount Plus qui apparemment ne s'en sort pas si mal. Ouais, c'est ce qu'on vous avait révélé dans l'émission avant l'été. Et puis j'ai encore vu des bandes annonces de séries qui vont sortir sur Paramount Plus, et c'est vrai que ça a l'air vraiment alléchant pour le coup. Et pourtant moi j'aurais pas misé dessus. Moi non plus, vraiment moi non plus, et en plus ils ont un très 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 bon arc à leur catalogue, c'est One Piece, je ne savais pas, mais on peut regarder One Piece sur Paramount+. Bon, ça c'est dit. Mais en tout cas, pour revenir sur Max, voilà, été 2024 pour la France et la Belgique. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas on vous avait donné les tarifs l'année dernière lors d'une émission. Ce ne seront pas les tarifs forcément applicables l'année prochaine, puisque, encore une fois, je vous rappelle, il y a des rumeurs d'augmentation de tarifs de tous les côtés. Donc dans tous les cas, c'est pas forcément les prix qu'on vous a donnés à la saison dernière qui seront appliqués quand ça arrivera l'année prochaine, et tout dépendra encore une fois du catalogue. Tout va dépendre de une autre rumeur dont on a entendu parler mais dont on ne parle pas tout de suite maintenant, parce que pour l'instant c'est pas encore vérifié, voilà. Mais ça pourrait relancer les dés, mais on a des rumeurs de rachat de studios à droite à gauche qui pourraient relancer forcément tous les dés dans ce grand amas de studios maintenant aux États-Unis. Mais voilà, en tout cas, Max, été 2024 pour la France et la Belgique. Est-ce que tu veux en tenter une autre, ou est-ce qu'on entame notre sujet principal ? Bah non, je fais la gueule parce que je voulais en parler de Max, et non, c'est pas vrai du tout. En fait, je t'ai envoyé la news et ça m'arrange bien parce que j'avais rien lu de spécial de plus. Je dirais juste, quid du Pass Warner, parce que voilà. Moi je suis abonné au Pass Warner, je le regarde pas beaucoup, mais je suis abonné au Pass Warner, et c'est vrai que on peut un peu se poser la question. Ouais. Non, je pourrais rajouter en petite news rapide, malheureusement, le décès de Marwan Bereni. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, acteur de Plus belle la vie, qui en plus était un local de chez nous, puisque on enregistre ce podcast depuis la Saône-et-Loire, même si c'est plutôt de l'autre côté du département, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Et puis aussi le décès de Suzanne Somers, qui était bien sûr, j'ai vu ça ce matin. Dans Notre belle famille, la maman notamment. Alors évidemment, elle a tourné dans plein d'autres choses, mais c'est vrai que moi, Notre belle famille, c'est vraiment une des séries qui a bercé mon enfance sur M6 tous les soirs à 20h05, et j'ai vu que le cast de l'équipe avait beaucoup réagi, et évidemment on va avoir une pensée pour ces deux personnalités du petit écran de séries télé qui nous ont quittés ces derniers jours. Ouais, tu fais bien de nous le dire, effectivement. Et bien écoute, sur ces bonnes nouvelles, on va passer tout de suite à notre sujet principal, et on va vous parler d'Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, mon cher David, on voulait en parler parce que je pense qu'on va avoir une discussion tous les deux. Voilà, le ton ne va pas monter, mais en plus on l'a déjà eu. Voilà, en plus on l'a déjà eu, donc ça va être une simple redite. On aurait pu s'enregistrer le jour où on en a discuté, on vous aurait mis ça en replay, on aurait gagné du temps, mais c'est pas grave, on va vous en parler quand même. Anatomie d'une chute, c'est un film réalisé par Justine Triet avec Amanda Hüller. Non. Est-ce que je me trompe dans le prénom ? En tout cas, il y a Swan Arlo à l'intérieur, ça raconte l'histoire... À l'intérieur. C'est Sandra Hüller. Sandra Hüller, voilà, je me suis trompé. Donc Sandra Hüller et Swan Arlo, principalement, et d'autres acteurs évidemment. Ça raconte l'histoire donc d'une femme qui vit avec son mari dans un chalet et leur fils qui est malvoyant. Un jour, le fils part avec le chien pour le promener, il revient, le mari est mort, tombé par terre, le sang, etc. etc. Et donc il y a un procès qui est mis en place, forcément, pour savoir ce qui s'est passé. Procès qui accuse la mère de meurtre, bien évidemment, et le but va être de savoir si elle est coupable ou pas. Et le fin mot de l'histoire, finalement, et on va introduire ça là-dessus, c'est qu'on n'en sait rien, finalement. On ne sait pas, on a une conclusion. Oui. On a une conclusion au procès, mais le film ne nous dit pas... Voilà, mais à aucun moment, on va en savoir plus que les jurés
On ne va pas en savoir plus que les avocats, on ne va pas en savoir plus que le juge. Finalement, on est un simple observateur de ce procès. Et les simples flashbacks qu'on aura seront des flashbacks liés à des preuves qui auront déjà été révélées, en fait, voilà, aux avocats et aux juges. Donc, c'est une réalisation qui est très intéressante. Voilà. Par contre, on va tout de suite dire les mots, je suis désolé, mais je trouve que le film n'est pas assez original pour mériter une palme à Cannes. Effectivement, il est très bien, il est très académique, sa réalisation est très sympathique, les acteurs jouent très bien, il n'y a vraiment aucun défaut de base, aucune fêlure à ce film, mais il y a tellement pas de fêlure que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Je trouve que Justine Triet n'a pas osé assez aller dans l'originalité. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est vrai que j'aime bien souvent voir des films qui, moi, me sortent un petit peu de ma zone de confort, pour me montrer des choses, ce qu'on peut faire avec une caméra, ce qu'on peut faire avec des effets spéciaux, ce qu'on peut faire, je sais pas, avec des idées de montage, par exemple. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu basique. J'ai regardé quand même pas mal de fois ma montre. Je trouve que 2h30, c'est quand même un petit peu trop pour parler de ça. Elle prend beaucoup le temps. Mais en même temps, c'est nécessaire, puisque c'est le temps qu'il faut pour découvrir finalement le passé de cette femme et de son mari. On en apprend, on a quand même quelques surprises dans le film. Il y a quand même quelques petits twists, comme cette fameuse clé USB qui apparaît de nulle part. C'est vraiment quand même... Il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes. J'ai du mal à en dire du mal. Et en même temps, je sais ce que j'ai ressenti dans la salle. Et ce que j'ai ressenti dans la salle, c'est que ça ressemblait quand même vachement à de l'ennui. Donc voilà, je sais que je vais en frustrer beaucoup. Je sais que cette discussion, je l'ai déjà eue sur Instagram avec d'autres personnes. Je l'ai déjà eue avec toi. Mais c'est vrai que ne pouvant nier les qualités du film, j'ai quand même un peu de mal à comprendre pourquoi il a eu la palme. Alors moi je vais bien, merci. J'ai vu beaucoup de choses ces derniers jours et j'espère pouvoir les partager avec vous. Voilà. Et dont ça s'appelle un running gag. Dont la Palme d'Or que j'ai vu lundi soir dernier. J'ai beaucoup aimé Anatomie d'une chute, c'est un vrai coup de cœur et je le dis d'autant plus que je ne suis pas un immense fan de Justine Triet. Non pas que je ne la trouve pas talentueuse, bien au contraire, mais c'est simplement que ses films précédents, La bataille de Solferino, Victoria et Sibylle, m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je peux pas dire que je n'ai pas aimé ces 3 films, mais il m'avait pas laissé un souvenir impérissable, alors que là c'est le cas. Alors évidemment un souvenir d'une semaine, on en reparlera dans un an, je sais pas où j'en serai, mais Anatomie d'une chute, moi je l'ai trouvé tout d'abord, je tiens à préciser que je ne connaissais ni le synopsis, ni je n'avais pas vu la bande-annonce, je suis allé vierge de toute info sur ce film, si ce n'est qu'il avait la Palme d'Or. Et du coup j'étais très surpris de voir un film policier, un film de meurtre et un film d'enquête judiciaire. Donc ça a été une très bonne surprise pour moi parce que je suis plutôt amateur de polar. Et là, c'est vrai que c'est un polar qui, comme je l'aime beaucoup, nous laisse un petit peu choisir. Est-ce qu'au final, à la fin, il y a une conclusion au procès, mais le film ne nous donne jamais les clés pour comprendre la vérité. Et on n'est pas justement sur un film à la Hercule Poirot où on sait à la fin, il y a la révélation. Là, à la fin, il y a une décision de justice. Moi, j'ai beaucoup apprécié la réalisation de Justine Triet, et notamment, alors on a eu cette discussion, ces moments de zoom où par moment, elle va être elle va filmer le procès depuis la salle d'audience, et tout à coup, elle va zoomer d'un coup, mais ferme, sur un des personnages. Et je sais que toi, ça t'a dérangé. Oui, j'ai l'impression que c'est tonton qui filme le mariage, tu sais, avec son caméscope. Et c'est vrai que moi, c'est des moments, quand je suis arrivé en fac de cinéma, la première chose qu'on nous a dit, c'est le jour où vous tenez une caméra, vous touchez pas au zoom. Parce que ça fait vraiment tonton qui filme la communion, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier quand tu le vois fait par une grande réalisatrice ou un grand réalisateur. On précise si un des tontons de David nous écoute qu'il n'y a pas de souci avec sa manière de filmer la caméra. Non, bien sûr, c'est tous les tontons qui sont pareils, hein, les miens y compris. Et moi vraiment ça m'a donné l'effet inverse. Je me suis dit c'est hyper immersif parce que j'ai eu l'impression de me retrouver, moi, je vais vous donner un exemple, ça n'a rien à voir avec un procès, mais je suis allé, je vous l'ai dit 2 fois l'année dernière, écouter les grosses têtes, assister à l'enregistrement des grosses têtes chez RTL, donc où on a Laurent Ruquier au milieu et 6 grosses têtes de chaque côté. Et en fait, d'une manière générale, je regardais les chroniqueurs et Ruquier, et puis par moment, je sais pas pourquoi, on fait tous pareil, on va avoir focus sur un d'entre eux. Je vais me mettre à regarder la personne et à me dire, à être un peu focus dessus. Et c'est vraiment ce sentiment de la réalisatrice que moi je l'ai ressenti comme ça, et ce que j'ai trouvé hyper réaliste, et que je pense que c'est pareil à un procès. Par moment, notre esprit divague, et puis tout à coup, notre regard va se bloquer sur quelqu'un, et là, ce zoom, ça m'a donné l'impression d'être quelqu'un dans le public qui tout à coup va s'intéresser sans raison
à un personnage plus qu'à un autre. Donc ça, ce côté-là de réalisation, je l'ai beaucoup aimé, moi personnellement. Ah oui, mais bien sûr, oui, non, mais moi je trouve ça juste un peu grossier. Je pense qu'il existe tellement de façons de réalisation différentes qui permettent de mettre en avant un objet ou un personnage que je trouve ça... Voilà, mais c'est un avis tout à fait personnel, et je l'ai sorti aussi sur Simple comme Sylvain, qui sort au cinéma très bientôt. La réalisatrice a abusé des zooms et des dézooms. J'ai adoré le film, mais par contre ça m'insupporte. Non mais voilà, ça fait 2 fois que tu me fais remarquer que moi je n'ai pas de licence de cinéma. J'ai bien compris. Je vais donc lancer un podcast d'histoire géo, et ce sera toi mon chroniqueur, et je tu pourras faire le malin en tant que tu veux, parce qu'alors au niveau histoire géo, moi je suis une bille. Histoire géo ou sport si tu veux, pour carrément, ceux qui nous ont écouté la semaine dernière. Si tu veux me faire passer pour un gros débile, il y a aucun problème. Non mais voilà, et je suis quelqu'un que... Et d'ailleurs, c'est pas qu'on me le reproche, mais on me fait souvent remarquer que je regarde souvent ma montre pendant les films. Et c'est pas parce que je m'ennuie, c'est vrai que souvent j'aime bien... Déjà, c'est rarissime que j'entre en salle sans savoir la durée du film, et j'aime bien savoir où j'en suis dans l'intrigue. C'est pas parce que je m'ennuie, mais des fois je me dis, ah ok, donc là le film faisait 1h30, j'en ai vu 40 minutes, donc il m'en reste un peu plus de la moitié, ok, je suis à la moitié de l'intrigue. Bah, tu vois, on en a parlé pour Spider-Man Across the Spider-Verse, ça participe en fait au questionnement d'arriver sur la fin du film, de savoir qu'il fait 2h20, et que 5 minutes avant le générique, tu te dis, mais attends, on en est là de l'intrigue, il y a un truc qui va pas. Donc justement, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et là, je sais que sur Anatomie d'une chute, je l'ai regardé qu'une fois. J'ai été happé par le film, et quand j'ai regardé ma montre, il restait 55 minutes, sachant que le film fait 2h32, donc j'avais déjà vu 1h40 en gros de film, et je me suis dit, oh là là, c'est passé super vite. Et donc j'ai pas eu du tout ce sentiment d'ennui, qui, je dois bien l'avouer, m'assaille comme... Je pense que je fais partie de ceux qui peuvent, même si je vois énormément de films, non pas s'ennuyer, mais des fois trouver un peu le temps long et se dire, ah j'aimerais que ça aille un peu plus vite. Bien là, sur Anatomie d'une chute, j'ai pas eu ce sentiment-là. Donc c'est vraiment pour moi un gros point positif. Maintenant, sur l'originalité, c'est vrai que quand on regarde les dernières Palmes d'Or, Sans filtre ou Titane, c'est des choses qui sont vraiment très spécifiques. Mais puis connaissant Osloon, en plus, tu sais, c'était Osloon qui était quand même maître de cérémonie, enfin maître du jury, président du jury, pardon, et donc tu te dis, bon, avec les films que lui il a fait, qui sont quand même vachement originaux, autant dans sa mise en scène que dans la position de ses personnages, tu te dis qu'il ait pris ce film-là pour le mettre en avant. Mais c'est comme l'année où Spielberg a été président et tout le monde a dit mais pourquoi il n'y a pas de blockbuster dans la sélection, parce qu'il fait ça. Alors je me dis que en général quand on est réalisateur, je pense qu'on est cinéphile et qu'on n'aime pas forcément le cinéma qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même des palmes d'or qui sont un peu plus classiques, et je pense notamment à une palme d'or que j'ai adorée, c'est la palme 2016, c'est Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Et c'est vrai que finalement ça raconte juste l'histoire d'un chômeur qui n'arrive pas à s'en sortir, mais c'est du Ken Loach, c'est-à-dire que c'est très social. C'est pas forcément, c'est bien réalisé, mais il n'y a pas non plus de grandiloquent. Et pour moi, il n'a pas volé sa palme d'or. Alors, ce qui est difficile sur cette édition de Cannes 2023, c'est que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de films de la sélection que je n'ai pas vus. Donc, j'ai pas forcément, l'occasion de faire beaucoup de comparaisons, me dire, quand même, celui-là méritait plus que d'autres. Mais vraiment, une des premières choses que je me suis dit en sortant, c'est il n'a pas volé sa palme d'or. Alors que toi, au contraire, tu t'es dit un peu l'inverse. Mais c'est vrai qu'un ami m'a repris sur les réseaux en me disant, oui, mais finalement, t'aurais vu qui avec la palme d'or? Et je lui ai dit, écoute, j'en sais rien, parce qu'en fait, j'ai pas la sélection en tête. Si ça se trouve, j'en ai vu aucun autre de la sélection de Cannes. Donc, je ne peux pas prendre position par rapport à ça. Je prends position par rapport aux années précédentes, où, encore une fois, c'était des films plus originaux. Je repense à Parasite, à Titane, ou encore une fois, Triangle of Sadness, je sais plus Sans filtre. Sans filtre. Voilà, qui sont vraiment des films qui ont poussé le cinéma dans ses retranchements pour gagner leur palme. Donc c'est vrai que faire un petit pas en arrière comme ça, c'est assez, on va dire, étonnant. Et voilà, je pense que le film va bien vieillir par contre dans ma tête, et si j'arrive à trouver le bon moment, peut-être le revoir dans des conditions autres, parce qu'on le rappelle, encore une fois, j'ai vu ces conditions-là sur mon temps de travail, j'ai loupé le début du film, voilà, j'étais en pleine création de programme aussi, enfin voilà, énormément de choses en tête, donc est-ce que j'étais pas entièrement focalisé sur le film, et ça m'a fait sortir un petit peu du sujet? C'est possible aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai devant les yeux du coup la sélection, le Grand Prix The Zone of Interest de Jonathan Glazer, j'ai très envie de le voir, mais je ne l'ai pas vu. La Passion de Dodin Bouffant, qui est quand même un film dont on a aussi beaucoup parlé, je ne l'ai pas vu. Le prix du jury, c'est Les Feuilles Mortes de Coris Maki, que je n'ai pas vu non plus. Donc, j'ai pas beaucoup de comparaisons à faire. Je ne peux pas dire que celui-là le mérite plus qu'un autre. En tout cas, je trouve qu'il ne l'a pas volé. Et après, c'est pas un film vers lequel je me retournerai forcément. Je pense pas qu'il ait un bon, de bonnes chances d'être revisionné. À volonté, c'est pas un film, voilà. Mais j'avoue que j'ai particulièrement un gros coup de cœur pour les acteurs. Enfin,
pour Sandra Hüller particulièrement, que je ne connaissais pas. Ouais. Swan Arlo, il fait du Swan Arlo, alors bon... il est très discret dans le film. Il est assez discret. Antoine Reinhardt, qui joue l'avocat général, que j'ai trouvé très bon. Ouais. Et puis Milo Machado, qui joue ce jeune malvoyant, et que j'ai trouvé assez épatant, vraiment. Et voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment en salle. Et je suis content parce qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais ça fait 2 fois de suite que je vois des très bons films en salle, et ça m'a fait vraiment du bien. Donc je suis très impatient de voir du coup aussi Mystère à Venise, que j'ai pas vu encore. Si tu as l'occasion, puisque tu m'as donné bien envie de le découvrir. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un bon moment, mais je peux comprendre que ça peut être vécu différemment. Oui, mais c'est ça qui fait aussi ces discussions, et c'est ça qui fait Cannes aussi. Oui. Ça, voilà, il y a du tumulte, des gens qui sortent de la salle soi-disant en vomissant sur certains films. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas plaire à tout le monde, et la Palme qui l'année dernière, pour te dire, je n'ai même pas vu Sans filtre, donc je peux même pas juger par rapport à Anatomie d'une chute. Mais voilà, encore une fois, c'était l'avis sur un premier visionnage en salle, voilà. Alors, c'est hyper différent. Hein. J'aurais du mal à te dire lequel. Enfin, je pense Sans filtre, j'adore Rob Östlund, et Sans filtre, il est incroyable. Même si la dernière partie est peut-être un peu en deçà, mais c'est vrai que quand on prend Anatomie d'une chute, Sans filtre, Titane, Parasite, Une affaire de famille, The Square, Moi Daniel Blake, Deepan, Winter Sleep, La vie d'Adèle, je prends les 10 dernières palmes, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, rien du tout. Il y a tout un tas de choses différentes, d'enjeux différents, et c'est vrai que là pour le coup on peut pas dire que Cannes est récompensé 2 fois le même film, parce qu'entre Sans filtre et Anatomie d'une chute, il y a un grand écart dans la manière de réaliser, dans la manière de traiter le sujet, ne serait-ce que dans les sujets eux-mêmes, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce festival. Et puis j'avoue que s'il n'avait pas eu la Palme, étant donné que, comme je vous l'ai dit, moi Justine Triet, j'avais pas eu des souvenirs impérissables des derniers films, je pense qu'en me disant 2h35 de Justine Triet, j'aurais peut-être pas été prêt. Et bien finalement, grand bien m'en a pris, donc finalement merci à Robin Östlund de lui avoir donné la palme. C'est peut-être aussi pour ça, il y a peut-être ça qui joue dans le truc, c'est se dire ok, on va lui donner la palme parce que c'est un film qui mérite d'être vu, et que s'il ne l'a pas, ça peut jouer. Parce que on le voit, hein, ça joue sur les entrées, et s'il a fait 1 million d'entrées pour un film cannois, à réessai, etc., ça prouve bien que le fait qu'il ait eu la palme l'a aidé quand même à faire quelques entrées. Et après, c'est vrai que de la sélection que tu me parles en fait de cette année, quand tu regardes Les Feuilles Mortes, on a eu donc du coup Les Herbes Sèches, je crois, cette année qui a été en sélection, on a l'été dernier, qu'on est en train de diffuser. C'est vrai que finalement c'est des films qui ressemblent à soit du drame classique, soit du polar, soit du thriller, donc on reste finalement sur des thématiques qui ressemblent un petit peu à celles d'Anatomie d'une chute, dans le sens où c'est pas des films qui vont sortir des réalisations encore une fois grandiloquentes ou choquantes, ce genre de choses, donc forcément ça s'est joué sur peut-être pas grand chose entre chacun des films, et c'était Anatomie d'une chute qui le méritait le plus. Encore une fois, on pourrait donner notre avis là-dessus une fois qu'on aurait vu tous les films, ce qui va être à mon avis quasiment impossible. Au vu de la sélection, évidemment. Je vais, à mon avis, jamais avoir le temps de prendre le temps de voir tous ces films-là, mais en tout cas, vous avez notre avis sur Anatomie d'une chute, ça n'empêche pas qu'on sera ravis d'avoir votre avis si vous allez le voir ou si vous l'avez vu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à nous envoyer un message, qu'on puisse en discuter ensemble, et puis voilà, de toute façon c'est toujours bien d'aller voir un film en salle et de le découvrir. Et Anatomie d'une chute, à mon avis, c'est le genre de film qu'il vaut mieux aller voir en salle. Il y a quand même peu de chances que vous restiez concentré si vous le voyez à la télévision, même si à mon avis il sera dans 5 mois sur Canal+, si vous êtes abonné Canal+, mon cher David. Ouais, par contre je suis un peu déçu que tu m'aies pas redemandé, mais je vais bien. Tout va bien. Tu vas toujours bien. Oui, je vais toujours bien. Tout va bien depuis 40 minutes. Mais c'est vrai que le fait que tu me l'aies demandé 2 fois au début, je me suis dit il y a peut-être quelque chose qui va pas. Mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis mais non, je vais bien. Non, ça va bien. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Voilà. Mais si vous nous entendez pas la semaine prochaine, c'est peut-être que finalement tu nous cachais des choses et que ça va peut-être pas si bien que ça. Ouais, mais surtout que la semaine prochaine, on n'a pas encore réussi à trouver une date pour enregistrer, je te rappelle. Donc les gens vont se faire du souci si jamais on n'était pas là. Donc non, tout va bien. Allez mon cher David, si tout va bien, on va tout pouvoir passer à la télévision et parler des audiences et du prochain programme.
Alors David, ça fait quoi longtemps? C'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix? Est-ce que Oh, ça va t'as mon l'air cher tout David? triste. Bah, Si ça ça se va, trouve, c'est oui. peut-être moi qui vais pas bien, c'est peut-être pour ça que je te demande si ça va. Peut-être, oui. Voilà. Non, bah écoute, on n'a pas été là de l'été, on vous a pas donné d'audience de l'été, on a fait un petit résumé La semaine dernière, voilà, quand la même, semaine sur les dernière jeux, vite ouais. fait, hein, mais bon, voilà, on a été assez discret sur les chiffres, mais là, ça y est, on rentre dans le dur et on va vous parler toutes les semaines maintenant, si on arrive à faire un podcast chaque semaine, ce qui n'a pas l'air d'être bien parti, mais on va essayer de vous parler des audiences de la semaine dernière, qu'est-ce qui a fonctionné à la télé. Alors, je vais déjà vous parler du premier duel du dimanche soir de la saison. Bah oui. Qu'en fait, on pourrait imaginer arriver en septembre, mais la Coupe du Monde de rugby a rabattu les cartes. Et le vrai premier duel du dimanche soir, il a eu lieu le dimanche 8 octobre, puisque ni TF1 ni France 2 n'avaient choisi le rugby en prime time, mais c'était M6. Ah oui. Avec Fidji-Portugal qui arrive en tête des audiences, mais avec 3,5 millions, mais de point de vue cinéma, c'est Venise n'est pas en Italie sur France 2, qui bat Hitman et Bodyguard 2 sur TF1. A noter d'ailleurs que TF1 l'a mis à son catalogue MyTF1 et qu'on peut donc voir Hitman et Bodyguard 2 gratuitement et à volonté, et je pense qu'on en reparlera dans les prochaines semaines, parce que TF1 va lancer sa plateforme différente de MyTF1 qui va être sa plateforme gratuite. D'accord. Pour l'après-Salto. Ok. Donc une plateforme avec des pubs. Alors on ne sait pas encore exactement comment elle va s'appeler, comment les choses vont se configurer, mais je voulais pas vous le mettre en news parce que c'est encore assez flou, mais il y aura une plateforme gratuite, TF1 bientôt, et quid du cinéma dessus. Peut-être que sur cette plateforme gratuite, un peu à la manière de France.tv, on aura du cinéma gratuit made in TF1, donc sans doute un peu plus familial. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que Bonne Conduite, j'étais surpris de voir que c'est un film TF1 Production. Ah oui. Alors que c'est un petit distributeur, j'ai oublié qui est-ce qui... c'est Tandem, non. Tandem ou Pan? C'est Pan, je crois. Pan Distribution. Ouais. C'est ceux qui avaient sorti Coupé. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est curieux de voir TF1 s'associer à un petit distributeur comme ça. Et d'imaginer d'ailleurs Bonne Conduite en prime sur TF1, ça peut être un petit peu surprenant. Mais quelle chance de pouvoir regarder en boucle Hitman et Bodyguard 2, finalement. Oui, hein. oui, alors j'ai commencé de le regarder. Et puis c'est pas que j'ai pas voulu le finir, mais c'est que j'ai pas voulu le finir. Non, c'est difficile de suivre à la fois le rugby et le reste. Oui, forcément. Et voilà. Mais bon, allez, on va sauter au jeudi 12 octobre avec la première diffusion à la télé de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, du très controversé Nicolas Bedos. Rappelons qu'il a sa série qui vient de sortir sur Prime, mais que Prime a décidé de ne pas faire de promo. Et donc, OSS 117 arrive deuxième avec 2,2 millions de téléspectateurs. Derrière, Sophie Cross, c'était la fiction de France 3 à 2,8 millions. Et TF1 proposait un concert un jeudi soir, Tous avec les Bleus, le concert événement qui a porté bonheur à l'équipe de France, qui, rappelons-le, a été éliminée ce dimanche. Et il a fait donc 2 millions de téléspectateurs, ce concert Tous avec les Bleus. Et à noter aussi que jeudi marquait le retour d'une émission culte, Il y a que la vérité qui compte, qui était une émission de deuxième partie de soirée sur TF1, alors que nous étions encore de frêles adolescents, puisque c'était dans les années 2002, 3, 4, je crois. Et donc retour gagnant sur C8, puisque grâce à Il y a que la vérité qui compte, C8 passe le million de téléspectateurs, ils sont à presque 1,2 million, et ils sont au coude à coude avec France 2 qui ne fait qu'1,4 million, avec envoyé spécial. Donc effectivement, c'était vraiment un très bon score pour C8. Vendredi soir, le foot en tête. Il n'y a pas que le rugby dans la vie, et heureusement, puisque la France était éliminée. Et le foot en tête ça fait mal, hein. Ah oui, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Pays-Bas-France, donc en football, qui fait 6,5 millions. Pour la préparation à l'Euro, c'est ça ? Ouais, qualificatif à l'Euro, puisque la France s'est qualifiée grâce à ce match. Et 6,5 millions, c'est quand même sacré score. Devant les petits meurtres d'Agatha Christie, 2,7 millions. Et la proposition sur M6, qui fait un score tout à fait honorable avec 1,7 million pour un film quand même américain, pas forcément très connu, mais qui est largement devant France 3 et son million de téléspectateurs. À noter que pour les audiences du foot, on y reviendra la semaine prochaine, mais ça devrait être assez intéressant de voir ce que va donner le match de mardi France-Écosse, puisque c'est un match amical, sans enjeu, et de voir si malgré tout les téléspectateurs répondent présents. Samedi soir, là, le quart de finale de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande fait presque 9,3 millions sur TF1.
pour un match sans l'équipe de France, c'est quand même pas rien, mais il faudra s'y habituer puisque l'équipe de France a été éliminée. Ouais, non, c'est hier soir au moment où on enregistre et du coup ça va, David? Non, ouais, ça fait mal aux fesses quand même. Tu vois, je fais bien de te poser la question quand même. Mais c'est ça. On tient quelque chose, hein. Sur France 3, les mystères de l'école de gendarmerie, 2e place, 3 millions de téléspectateurs. Oh la vache. Et France 3, pour un nouvel épisode de Meurtre A annoncé, tu l'as peut-être vu passer cette info quand même, une star de choc pour jouer l'un des personnages, puisque ce sera Jean-Pierre Foucault. Oui, Jean-Pierre j'ai Foucault, vu. alors qu'il va débarquer sur France 3 pour une fiction, il est, on va dire, presque en pré-retraite, puisqu'il ne fait plus que Miss France. Ouais. En décembre, et donc il va venir faire un meurtre dans la région marseillaise, puisqu'il faut rappeler que c'est quand même une figure de Marseille, Jean-Pierre Foucault. Et enfin, dimanche soir, donc la défaite de l'équipe de France, qui s'incline d'1 point seulement face à l'Afrique du Sud, sur notamment quelques erreurs d'arbitrage, faut-il le rappeler. Oui. France-Afrique du Sud, 16 500 000 téléspectateurs. Oh, c'est bien. Et on en plaisante, mais sachez que où ça fait vraiment la tronche ce matin, et d'ailleurs je n'ai pas été voir la cotation en bourse de TF1, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit pas forcément au mieux de sa forme, c'est que TF1 a quand même dépensé 50 millions d'euros pour la Coupe du Monde de rugby, wow. Et surtout demandait 350 000 € le spot de pub pendant la finale si l'équipe de France était présente. L'équipe de France n'étant pas, il faut s'attendre à une audience, je pense, pour la finale de la Coupe du Monde qui sera sans doute autour de 8-9 millions de téléspectateurs. On aurait pu espérer aller à 20 s'il y avait eu la France. Donc en termes de rentrée publicitaire, c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que je m'intéresse beaucoup aux médias, mais j'y pense toujours. Quand il y a un flop comme ça, je me dis aïe aïe aïe, la chaîne comme TF1. Et c'est vrai qu'hier, Isabelle Iturburu, que je voyais la recrue qui est partie de Canal vers TF1 en grande partie pour cette Coupe du Monde. Voilà, mais score hallucinant, 16 millions de téléspectateurs en moyenne, on est monté à 18 en fin de match, 62% des téléspectateurs étaient sur TF1. Brokenwood est deuxième sur France 3 avec 1,8 million, donc on passe de 16 millions à 1,8 million forcément. Et le petit locataire sur France 2, c'est le duel du dimanche soir. Enfin, c'était David contre Goliath, mais là, c'est Goliath qui a gagné. Avec 1,6 million. Et du coup, deux chaînes, Gulli avec E égale M6 Family, sont à moins de 100 000 téléspectateurs, puisque 93 000 téléspectateurs. Et mon oncle Charlie sur Énergie 12, 42 000. C'est pas beaucoup. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas plus de monde devant la télévision. Pas forcément, ouais. Un petit peu quand même. C'est moins bien réparti, mais... C'est moins bien réparti, mais quand même. Là, il y a, on va dire quand même, peut-être 3 à 4 millions de personnes en plus qui n'étaient pas devant leur télé les autres soirs. Voilà pour les audiences, puisque l'équipe de France étant éliminée. Non, ça va être très intéressant de vous donner les chiffres du coup, de voir ce que vont donner les 2 demi-finales qui se tiendront la semaine prochaine et la finale dans 15 jours. Est-ce que, au risque de passer ignare et de me faire insulter dans les commentaires, n'hésitez pas, ça nous fait de la visibilité. Est-ce que tu peux nous dire le score? Parce que du coup, j'ai pas du tout suivi, moi je... 29-28. Ah non. Mais si, je te dis, un point. Ouais. Un point, avec notamment un moment où... on tire une transformation, il y a un joueur qui s'est élancé et qui a contré la transformation comme ça avec les mains alors qu'il s'était lancé avant la course d'élan et que l'arbitre ne l'a pas vu. Bref. Ça va sinon? Moi ça va très bien. J'ai juste acheté un polo de l'équipe de France, la casquette, je suis juste allé voir 3 matchs après tout. Et ça fait 3 éditions de suite que la France est éliminée en quart de finale. Rendez-vous en Australie en 2025. Le programme télé de ces prochains jours, cher David. Parce que je pense qu'il est Parce temps que vous avez pas la tête de David, mais c'est quand même très drôle. Il y a des fois, je me demande si je vais pas recommencer à filmer le podcast juste pour que vous ayez nos têtes. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des fois, on se marre bien sans rien dire parce que c'est vrai. Voilà, on a quand même des bonnes tronches. Quoi. Vendredi soir, donc. Ce soir, à l'heure où vous nous écoutez, bien, ce sera la première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, donc le vendredi soir, qui opposera les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, à l'Argentine, l'invité surprise de cette demi-finale, ça sera le vendredi 20 octobre, et le samedi 21, l'autre demi-finale à laquelle nous aurions dû participer, qui opposera donc nos bourreaux africains du Sud aux Anglais. Ce sera donc en direct sur TF1, et encore une fois, j'insiste sur le fait que les audiences seront intéressantes. En face, France 2, qui avait peur d'avoir l'équipe de France samedi soir, avait mis une soirée, on va dire, un peu en deçà, qui ne lui coûte pas très cher, la grande soirée du bêtisier. Je suis en train de me dire qu'on avait prévu, nous aussi, que l'équipe de France se battrait un samedi soir et que... c'est surtout pour la finale. Et ouais, finalement, la conférence, on aurait presque pu la laisser le soir, plutôt que l'après-midi, mais bon, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde. Tenter, et puis, il y aura quand même beaucoup de monde devant le rugby, malgré tout. Donc, c'est vrai que du coup, c'est rigolo de voir les chaînes
y aller un peu mollo comme France 2, alors qu'ils auraient pu y aller un peu plus franco du coup, mais ça n'empêche pas que je pense... En plus là l'excuse est pas bonne pour un changement de programme, parce qu'on l'avait déjà expliqué, oui. Les chaînes ont le droit plusieurs fois dans l'année de changer leur programme au dernier moment, s'ils ont une excuse, une bonne excuse quoi. Là bon bah là, je pense que la grande soirée du bêtisier va juste faire un peu plus d'audience que ce qui aurait pu être prévu. Meurtre à Toulouse sur France 3, ça c'est pareil, ça va quand même fonctionner. Et puis bah malheureusement toujours pas beaucoup de cinéma à vous proposer le samedi soir à la télé, vous en avez l'habitude, hein. Ça reste un moment... alors je signerai quand même Fight Club, j'avais noté ça tout à l'heure sur Ciné Frisson, qui est quand même un film assez culte, et puis Piège en eau trouble, que j'aime beaucoup sur RTL 9. D'ailleurs on pourra parler bientôt d'RTL 9, puisque les audiences d'RTL 9 sont vraiment au plus haut, et qu'ils ont recentré un petit peu leur programmation sur des films un peu plus quali, comme on a vu notamment il y a quelques jours Blade Runner 2049, et puis ils récupèrent les droits de films dont les autres ne veulent plus, mais qui leur rapportent quand même pas mal d'audience, comme les premiers Fast and Furious. Ah oui. C'est quand même dommage pour les autres chaînes de s'en délester, mais oui. Tant mieux pour Energy 12 qui récupère. Non, RTL 9. RTL 9, pardon, qui récupère. Non, Energy 12, ils sont toujours au fond du trou. Hein. C'est vrai. Alors, on entre vraiment sur d'ailleurs, oui... au fond du trou, puisque quand on annonce 40 000 sur Energy 12 et 300 000 sur RTL 9, qui est une chaîne payante... Ils n'ont pas encore répondu à notre mail hein, pour le rachat, de toute façon. Netflix TV est toujours dans les cartons. Hein. Et plus, comment dirais-je, intéressant sans doute, c'est qu'on entre dans les vacances scolaires et que les chaînes télé dégainent leur programme de vacances scolaires. Je l'ai pas dit, mais juste avant les vacances, jeudi, donc hier soir, il y a eu la diffusion de Kaamelott premier volet, pour la première fois sur M6. On vous donnera les audiences évidemment la semaine prochaine, mais on a hâte de savoir ce que ça va donner. Et donc le duel du dimanche soir, c'est un duel de vacances entre SOS Fantôme, l'héritage sur TF1 et les aventures de Rabbi Jacob sur France 2. Ouais. On refait les pronostics cette année ? Ouais, allez. Moi je vois sur France 2, moi je mise sur France 2, parce que c'est vrai que SOS Fantôme, malheureusement, c'est un peu niche, quoi. Je l'ai pas aimé plus que ça, celui-ci, je dois dire, alors que j'avais beaucoup d'amis qui étaient très enthousiastes. Mais il faut noter également... Deux. T'as eu 2 amis qui étaient enthousiastes. Oui, c'est vrai, j'en ai eu 2, ouais. Après, j'ai pas beaucoup d'amis non plus, vous allez me dire. Mais je me permets de noter une chose qui est quand même très intéressante pour les audiences et qu'il faut absolument signaler, c'est que les vacances de la Toussaint, contrairement à celles de février ou de Pâques, ce sont des vacances où toutes les zones sont en vacances en même temps. Donc les chaînes télé vont miser max sur leur programme, et c'est d'ailleurs le cas de TF1 qui a choisi donc en inédit SOS Fantôme la semaine avant Halloween, ce qui est quand même pas bête aussi, on peut se le dire, et en deuxième partie de soirée, qui a misé donc sur une soirée qu'ils ont décidé de faire un peu horreur grand public, avec en deuxième partie de soirée Birds of Prey. Alors c'est pas un film d'horreur, loin s'en faut, mais on est un peu dans la mouvance Halloween quand même, avec ce côté un petit peu déjanté d'Harley Quinn, etc. Donc je pense que sur toute la soirée, il y a des gens qui vont se dire allez avec les enfants regarder SOS Fantôme, et puis après on se fait Birds of Prey. D'ailleurs on a les conséquences de la nouvelle chronologie des médias, on le voit tout de suite, puisque SOS Fantôme l'héritage a été annoncé en grande pompe sur Prime Video il y a quelques semaines, quelques mois même, je crois que c'était en début d'été ou en milieu d'été, et il est seulement diffusé pour la première fois en clair sur les chaînes de télévision, donc ça y est, les chaînes de télévision arrivent après les plateformes, depuis la nouvelle depuis la nouvelle chronologie. Par contre ils y vont direct, puisqu'il faut rappeler qu'il est sorti ce film à Noël 2021, et donc là on est 22 mois après, donc on est vraiment dans la fenêtre de tir de droit de diffusion, contrairement à M6 avec Kaamelott qui aurait pu le diffuser un peu plus tôt, qui aurait pu le diffuser avant l'été, mais qui choisissent évidemment, on vous l'a dit la semaine dernière, cette période où le spot télé coûte plus cher, et donc avec plus de téléspectateurs. On peut attendre que du coup le film disparaisse de la plateforme. Oui, c'est ça. Alors, c'est notamment le cas avec le fameux Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est arrivé sur Canal, qui est arrivé sur Disney+, et qui va partir bientôt de Disney+. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à le voir bientôt sur TF1 également. Donc, un duel entre SOS Fantôme, l'héritage et Rabbi Jacob. Là, pour le coup, ce qui est cool, c'est que ça vise pas du tout le même public. Non. Mais je pense qu'en vacances, Rabbi Jacob risque de tout éclater sur son passage. À noter les municipaux Trop c'est trop sur C8, Potiche sur Arte, mais les municipaux Trop c'est trop et Rabbi Jacob qui peuvent peut-être se faire un peu concurrence l'un et l'autre. Rasta Rocket sur W9, et surtout inédit en clair sur TFX, la Patte Patrouille, la super Patte Patrouille puissance maximale. C'est un téléfilm quoi. C'est en fait 3 épisodes qui forment une sorte de soirée téléfilm. Pour faire la pub au film qui sort. Du film évidemment. Sur Gulli on a choisi Monster High, qui est le film. D'accord. Donc, Le fameux Gulli Prime qui passe maintenant des films un peu plus adultes. Et sur Sister, c'est vrai que c'est le coup du menhir, donc on sent vraiment, mais vraiment, que tout le monde est en vacances au même moment, et que les chaînes télé, c'est presque des vacances de Noël avant l'heure. Donc c'est pour ça, c'est assez intéressant.
Donc à voir ce que ça va donner, puisque encore une fois il n'y aura pas que du cinéma, mais entre Astérix le coup du menhir, Monster High, La Patte Patrouille, Rabbi Jacob, Rasta Rocket, SOS Fantôme, je trouve que les vacances commencent fort, et avec du cinéma en journée pour Gulli, qui a choisi de nous proposer Allô Maman, Ici Bébé, Oh bah tiens. en début d'après-midi à 13h35. Eh ben. Donc c'est assez amusant. C'est marrant, ça faisait des années qu'on l'avait pas vu celui-là. Oui, il est pas. Quand on était petit, il passait tout le temps. Je me rappelle, c'était un des films du dimanche soir sur TF1. Et c'est plus le cas du tout. Alors, TF1 aime nous mettre du cinéma le lundi pendant les vacances de la Toussaint. On avait notamment eu il y a 2 ans, en 2021, un immense carton avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ouais. Et là, ce lundi 23, alors c'est marrant parce que je vois des gens qui hurlent sur les réseaux en disant il y a plein de programmes inédits par TF1, plein de nouvelles séries, et pourquoi pendant les vacances on se tape du cinéma? Et puis nous on est là à se dire c'est trop bien qu'il y ait du cinéma en prime sur les grandes chaînes de télé. Donc c'est Classico, on en a parlé la dernière fois. Film Prime. Film Prime avec Ahmed Silla, Alice Belaïdi et Hakim Djemili, qui raconte l'histoire d'un supporter marseillais qui doit retrouver la coupe remportée par l'OM en 93, qui a disparu quand il en avait la responsabilité. Je pense que ça peut cartonner. J'ai bien aimé ce film. Moi je l'ai pas vu. Je l'ai trouvé vraiment top. Je pense qu'il est drôle, je pense qu'Ahmed Silla, tout le monde l'a... Enfin, il est très populaire en tout cas. Et en plus, je pense que le contexte, c'est vraiment un film de vacances. Je pense que les gens vont se marrer devant et je suis plutôt optimiste pour ce film. Et en face, bien sûr, France 3, la science-fiction avec le Glaude et le Bombay face à la denrée, La Soupe aux choux. Ça, c'est un de mes films coup de cœur d'enfance qui, rappelons-le, l'histoire se passe dans l'Allier, entre Dompierre-sur-Bèbre, Jaligny-sur-Bèbre et Moulins, mais que tout a été tourné en région parisienne. Ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens que je crois dans l'Allier qui me disent « Oh, viens voir où a été tournée La Soupe aux choux ». Bah, allez, je crois que c'est dans Seine-et-Marne que ça a été tourné. Là où le cinéma est à 5 € apparemment. Et donc, voilà. Et en face, Mort au sommet, sur France 2, j'ai vu la bande-annonce avec Laurent Gérard, qui est un très bon imitateur, mais alors, j'ai trouvé que il faisait pas envie du tout dans ce film. Donc... Étant donné que ce sera l'émission où je vais me faire insulter parce que je suis un ignorant de sport, d'histoire et de géographie, je vais annoncer tout de suite, j'ai jamais vu La Soupe aux choux. Eh ben, je pourrais te prêter le Blu-ray. C'est que le Blu-ray coûte très très cher. Il est sorti. J'imagine. Il est sorti et il s'est très bien vendu. Et Studio Canal l'avait pas réédité. Je crois qu'il le réédite là. Ah oui. Et mon frère qui le voulait me disait mais je vais quand même pas mettre 60 ou 70 balles pour avoir le Blu-ray de La Soupe aux choux. Alors que moi je l'ai, donc je peux te le prêter, mais tu le revends pas sur Vinted. En face, sur M6, il y aura L'amour est dans le pré. Et c'est bien de le dire parce que c'est toujours un carton. Toujours du cinéma, on va dire de patrimoine sur Arte avec La vie de château de Jean-Paul Rapneau avec Philippe Noiret. Et puis côté TNT, Vaiana sur W9. Waouh. Donc on pourrait même se dire que ça aurait presque pu aller sur M6, mais n'oublions pas qu'il y a déjà L'amour est dans le pré. Thor sur TMC, donc Thor qui va faire concurrence à Classico. 2 films Disney, oui, plus Thor et plus Classico. Il va y avoir Incroyable Citrouille sur Gulli, un concours où on fait des jack-o'-lanternes, parce que c'est bientôt Halloween. Ah bah oui, ils avaient passé ça l'année dernière aussi, c'était avec l'actrice qui jouait dans Buffy, je me rappelle. Avec Sarah Michel Gellar. Et donc, Forrest Gump sur TF1 Série Film. Forrest Gump, Thor, Vaiana... Classico, La Soupe aux choux. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à la télé. Ouais. Là, c'est assez impressionnant. Puis il y a pour tout le monde. Et puis surtout, lundi 23 octobre, c'est le retour des téléfilms de Noël. Déjà sur TF1. C'est la 2e année. Jusqu'en 2021, les chaînes dégainaient ça la semaine de la rentrée. C'est-à-dire, on laisse passer Halloween et la Toussaint. Et la semaine de la rentrée, on met les téléfilms de Noël parce que Halloween est passé, on se lance dans Noël. Mais avec les plateformes. L'année dernière, ils se sont dit... On va tester quand même ça pendant les vacances parce que c'est quand même des trucs qui sont familiaux. On peut se poser sous un plaid devant la télé, regarder des films de Noël, même en période d'Halloween. Ben, je vous le donne en mille, ça a été un carton. Et donc, cette année, ça revient dès le 23 octobre avec Noël à tout prix, qui sera le tout premier téléfilm de Noël sur TF1. À noter qu'M6, elle, va les faire venir comme l'année dernière, plutôt en novembre. On va pouvoir parler de notre téléfilm inédit avec d'anciennes stars de séries télévisées, comme on a eu l'année dernière avec les stars de... L'année dernière, c'était Desperate Housewives. Et cette année, ce sera les stars de Dr. Queen, femme médecin. Ah oui, c'est ça. Et on avait eu Nounou d'Enfer aussi, je crois. On avait eu Nounou d'Enfer il y a 2 ans, avec pratiquement le premier téléfilm de Noël avec un couple gay. Et ça, c'est vrai que c'était chouette. Donc c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était en prime time sur TF1 d'ailleurs. Celui avec Mike Delfino et Suzanne... James Danton et Terry Hatcher. Merci. Et là donc ce sera cette année ce sera les acteurs de Dr. Queen qui se retrouvent, mais on ne sait pas encore ce que ça donnera l'année prochaine. TF1 qui dimanche soir donc diffuse, on l'a dit, le film SOS Fantôme, lundi Classico et mardi Harry Potter à l'école des sorciers. Oh, ça recommence. Alors ça recommence, mais et en deuxième partie de soirée la série américaine La Brea
dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ah oui, qui n'a pas eu un gros succès en prime, mais qui arrive du coup sur TF1 à 23h50. Mais Harry Potter à l'école des sorciers toujours qui revient. bien, c'est la bonne période. Et puis ça veut dire surtout 3 films, 3 jours de suite sur TF1. On vous a jamais raconté ça sur Netflix, même à Noël. Hein. C'est dire si il va y avoir vraiment TF1 mis sur le cinéma. Ça me fait vraiment penser à notre enfance, quoi, comme dans les années 90 où il y avait des films quasiment tout le temps. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, je m'en réjouis vraiment. Et là, c'est différent de SOS Fantôme, Harry Potter en passant par Classico. Sur France 2, Royaume des Glaces, un très beau film documentaire pour le coup, inédit, qui raconte l'Antarctique et les hauts sommets, que je vous conseille vraiment de voir aussi. Sur Canal+, The Sun de Florian Zeller, que je n'ai pas vu, mais je sais que certains avaient été un petit peu déçus. M6, ce sera le grand retour de la France à un incroyable talent. Ah oui. Et point de vue cinéma sur W9, Le Masque de l'araignée, que je vous conseille de regarder absolument en VO, parce que moi je l'ai vu en VF, et en fait, dès le début du film, on se fait spoiler qui est le méchant du film, parce qu'ils n'ont pas masqué sa voix de doublage. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, j'ai dit... Mais c'est lui, enfin je veux pas vous dire qui, mais c'est lui en fait, hein, il y a un sacré twist à la fin du Masque de l'araignée, on est surpris, mais comme ils ont pas... En fait, en VO, quand il appelle, en fait, il fait un appel anonyme, il est brouillé, mais en VF, ils l'ont pas fait. Oh là là. Donc du coup, ça m'a complètement foutu en l'air mon film, mais bon. Un documentaire sur TMC... En plus, il est 1 étoile sur Téléstar. Ouais. Sur TMC, Fifi, Juju, Tarek, l'histoire d'une bande. C'était un documentaire inédit sur la bande à Fifi de Philippe Lachaud. Sympa. À l'occasion de la veille de la sortie de 3 jours max. Bah oui. Donc c'est plutôt bien pour les salles de cinéma. C'est marrant qu'il n'y ait pas 30 jours max là quelque part. Ah, peut-être pas encore, tu vas dire. On va y venir, cher David, puisque on n'est pas loin. Il va passer cette semaine en fait. Cette semaine. Sur TFX, Le Transporteur, et sur NRJ12, Premier Contact. Mais non. Je suis un peu scié de voir le grand Denis Villeneuve, un de mes films préférés, sur NRJ12, mais j'adore Premier Contact. C'est un peu surprenant de le voir là, mais bon. Ben, c'est chouette parce que ça permettra, alors loin de moi l'idée de dénigrer NRJ12, mais c'est vrai que d'habitude il passe des films un peu boum boum pam pam, et je me dis là peut-être sur un malentendu quelqu'un va regarder Premier Contact et se rendre compte que c'est un film extraordinaire. Donc pourquoi pas, en tout cas c'est chouette. Notez que sur TMC, à partir du week-end d'avant, des téléfilms de Noël à 6h55, 8h40, 10h25 et midi 10, sur W9 midi 50 et 14h50. C'est le nouveau bêtisier, quoi. Presque, c'est presque ça. Hôtel Transylvanie sur Gulli ce mardi 24 octobre. Super. Et le Petit Nicolas sur Sister. Donc, sacrée sélection encore. J'ai l'impression que tous les soirs on vous dit que c'est des jours de malade. Arrêtez de payer vos plateformes, vous allez avoir de quoi faire pendant les vacances. C'est un peu ça. Mercredi, la nouvelle saison de New Amsterdam sur TF1, je vous le dis parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de films, mais on a déjà eu 3 jours de suite, et la recette secrète des cookies de Noël à 14h, c'est l'inédit. Pas de cinéma sur les grandes chaînes, à noter PSG, AC Milan sur Canal+. Vous pourrez donc aller voir 3 jours max si vous le souhaitez dans les salles ce jour-là. Il y aura quand même Elle s'en va d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve. C'est pas forcément hyper feel good. C'est assez. Je l'avais vu à l'époque ce film, c'est assez émouvant sur une sexagénaire qui prend la route pour essayer de changer les idées de son quotidien. Et par contre, c'est l'événement, je pense, ciné du jour. Ce sera sur Sister avec Cendrillon de Kenneth Branagh de 2015, qui avait eu son petit succès à l'époque. C'est lui qui avait fait ça. Et il y a quelque chose quand même qui me taraude un petit peu. C'est le premier live action, je crois, de chez Disney. C'était Maléfique le premier. Ah, exact. C'était Maléfique le premier. C'est qu'on a TF1 Série Film qui diffuse des inédits d'amour, gloire et beauté à 6h15 le matin. C'est-à-dire qu'en fait, il passe sur TF1 Série Film avant de passer sur TF1. Donc si vous êtes fan, vous pouvez mettre un réveil pour le voir avant. Ça prépare la suite. Vous en parlez la semaine dernière. Oui, peut-être. Autre film, Mauvaises Herbes de Kairon sur C-Star ce soir-là. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à se mettre sous la dent. Si ce n'est Fast and Furious 3, je vous l'ai dit, il y a sur RTL 9. Bien sûr. Et voilà donc pour le mercredi. Et alors le jeudi, c'est le retour du cinéma avec 30 jours max sur M6. Puisque TF1 a les droits des films de Philippe Lachaud et M6 de Tarek Boudali. Pourtant, c'est pas M6 qui a passé à Alibi.com. Oui, alors pour le premier. Le 2. Non, c'est TF1 qui a passé à Alibi.com. C'est Babysitter. Babysitting, qui était sur M6. Épouse-moi mon pote aussi il y a peu de temps. Et donc 30 jours max qui arrive
ce jour-là sur M6. Alors je pense que ça risque de faire beaucoup d'audience puisque ce sera la première diffusion. Ensuite, la bande à Fifi, les nouveaux rois de la comédie. Un documentaire. Mais c'est pas le même que la veille, parce que ça c'est un documentaire fait par M6 et le mardi soir c'est un documentaire fait par TF1. TF1 qui va donc continuer avec la... France 2. Comment ? France 2. Non, c'était sur TMC, donc c'est un documentaire. Ah, TMC, je croyais qu'il était diffusé sur France 2, excuse-moi. Non, c'est sur TMC. Le film, le téléfilm, pardon, on n'effacera pas les souvenirs avec Vincent Denou. Avec Annelise Esme et Stéphane Debac sur France 3, c'est une rediffusion, ça fait pas très vacances. Vise le cœur sur TF1, c'est une série qui marche très bien, mais qui fait pas forcément très vacances non plus. Donc c'est vrai qu'autant dimanche, lundi, mardi, on a des sélections très familiales, peut-être un peu moins là. Alors quand même 30 jours max, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder à la télé, qui vont venir voir par la suite 3 jours max. Donc c'est plutôt cool, on rappelle que c'est toujours un peu gagnant-gagnant entre la télé et le cinéma. Toujours il y a que la vérité qui compte. Est-ce que Vise le cœur, premier épisode d'une nouvelle saison, pendant les vacances, c'est pas l'occasion, comme tu le disais avec N'oubliez pas les paroles, de peut-être avoir un nouveau public qui va rester Alors là, devant. ce sera 3 et 4, puisque les premiers sont diffusés jeudi 18 face à Kaamelott. Mais vu qu'on n'a pas donné le programme de cette semaine, la semaine dernière, c'est pour ça. Point de vue cinéma, Paul W.S. Anderson avec Pompéi sur W9, c'est quand même pas fou. Expandables 3, qui prépare évidemment la sortie du 4 sur TMC. Hunger Games 2 sur TFX. Qui prépare la sortie de Hunger Games, voilà. Et en inédit en clair, les Trolls 2 sur Gulli. C'est vrai que le cinéma et la télévision, si c'est pas main dans la main, là quand même. Là en ce moment, c'est vraiment très très main dans la main et c'est chouette. À noter aussi La Faille sur Chéri 25. Mais en tout cas, c'est un programme qui, je trouve, est quand même assez quali. La Faille, il y a un très bon film de procès. Ouais, tout à fait. On vous le conseille aussi. Et à noter SOS Fantôme, le premier, Ghostbusters sur RTL 9. Super. Un jeudi 26 octobre, c'est plutôt cool. Et enfin, vendredi 27 octobre, Coupe du Monde de rugby, match pour la 3e place à laquelle la France ne participera pas, puisqu'éliminée en quart de finale. En demi-finale, ils auraient pu y aller, mais bon. En inédit, en clair, pas en clair, en crypté, 10 jours encore sans Brassens sur Canal+. Et 10 jours encore sans maman, parce qu'à Brassens... En fait, comme il veut plus couper, je sais que vous allez l'entendre ça. Sur France 3, il y a Brassens. Brassens par Brassens. Et du coup, sur Canal+, 10 jours encore sans maman. Et si vous faites comme moi, vous zappez entre la 4 et la 3, ça fait 10 jours encore sans Brassens. Il y a peut-être moyen, sur les scènes où il n'y a pas la maman, de zapper sur la 3 et de vous rendre compte qu'en fait, c'est peut-être sans Brassens, finalement. Et à 15h20, The Fabelmans qui arrive sur Canal+. Aussi. M6 qui donc continue dans la diffusion de films le vendredi soir, qui pour Halloween a choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers. Super, c'est très particulier pour le coup. On est juste avant Halloween, ce sera le 27 octobre, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que Tim Burton, on l'a beaucoup critiqué ces dernières années, mais avec celui-ci, il a vraiment fait très bien. Et puis je terminerai en vous parlant de Sacrée Sorcière sur TF1 série film de Robert Zemeckis qui était passé pour la première fois à Noël sur TF1 en après-midi. Il n'était pas sorti au cinéma, je crois, c'est ça. Si, il est sorti au cinéma, mais assez peu parce que c'était dans la période post-Covid. Et Ballerina sur Gulli. C'est marrant parce que je me dis, les films de Noël, en fait, j'ai l'impression que l'émission de Noël de l'année dernière, on vient de la faire, mais en fait, on l'a fait déjà dans un mois et demi. C'est quand même fou. Ça fait un peu vieux, mais le temps passe vite, on peut le dire. Donc voilà, avec un bêtisier d'Halloween sur TFX, Paranormal, les 13 phénomènes les plus incroyables sur TMC, on voit quand même qu'on est vraiment dans une vraie dynamique halloweenesque en cette semaine, donc qui vous emmène du vendredi 20 au vendredi 27 octobre. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter ce qui arrive, avec notamment, rappelons-le, samedi soir, une finale de la Coupe du Monde à laquelle l'équipe de France ne participera pas. Eh bien, on fera cette émission sans l'équipe de France, du coup, peut-être qu'ils auront le temps de nous répondre, on pourra peut-être les interviewer, du coup, puisqu'ils ne participent plus à la Coupe du Monde. Et un duel du dimanche soir 100% blockbuster pour le dimanche du milieu des vacances, avec en face un Grand Prix de Formule 1 que Canal+ décide de diffuser en clair, en prime time. Donc le dimanche 29 octobre, pardon. En plus, c'est souvent le début et le milieu des vacances qui font plus d'audience que la fin. J'ai déjà hâte de vous raconter tout ça. Et puis je vous le dis un petit peu en avance, on va aussi avoir une soirée Halloween qui va être assez intéressante, avec cette fois-ci un film
qu'on ne diffusera pas l'après-midi dans notre salle, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, rebranchez vos décodeurs, rebranchez vos antennes TNT et réinstallez Molotov, puisque vous allez pouvoir regarder la télévision. On vous a donné comme une sélection de gros films à voir ou à revoir à la télévision, donc n'hésitez pas à laisser tomber les plateformes pendant quelques jours, voire quelques semaines, vu le programme qui vous attend jusqu'à la fin de l'année. En attendant, si vous vous ennuyez devant la télé, vous pouvez aller sur les réseaux pour vous abonner sur Instagram, Twitter, ou pour liker ce podcast et le commenter, lui mettre un maximum d'étoiles si vous avez apprécié. On reprend le rythme normal, là ça y est, on est reparti, on vous prépare des gros dos, on a prévu des gros dossiers, on vous prépare des gros trucs un peu lourds, donc on mettra un petit peu de temps, c'est normal si vous avez un peu plus d'émissions avec des sujets principaux un petit peu plus faciles, c'est parce qu'on essaie d'avoir des gros dossiers qu'on pourra vous exposer avec énormément d'infos, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, pour avoir accès à ces dossiers et puis à ces gros sujets principaux. On se rejoint de toute façon peut-être la semaine prochaine, je l'espère, et puis sinon à très bientôt sur tous les réseaux. Salut. À très vite.